Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Merci de nous recevoir et de passer un peu de temps avec nous pour parler industrie. Comme en janvier, en fait, je vais découper cet échange en deux parties, une partie plus économique et puis une partie où on viendra sur un peu l'actualité des moments. Alors, première question, l'activité industrielle pour ce premier trimestre 2021, j'imagine qu'elle n'est peut-être pas au beau fixe, avec un troisième confinement qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre là-dessus ? Écoutez, les chiffres, et ça a été confirmé par l'INSEE, montrent que l'activité industrielle en ce début d'année est revenue à des niveaux très proches de ce qu'ils étaient avant la crise. Donc c'est une bonne nouvelle, il faut s'en réjouir. D'ailleurs, ça se traduit par des sujets sur matières premières, tensions sur les approvisionnements. Mais derrière cette bonne nouvelle globale, il faut quand même bien voir une assez grande diversité des situations avec des secteurs. On pense évidemment naturellement à l'aéronautique, mais il y en a d'autres qui sont largement fournisseurs de tous les métiers fermés. Hôtellerie, restauration, tourisme, transport aérien, qui souffrent encore beaucoup et donc il faut, derrière ce bon niveau d'activité, continuer à surveiller les secteurs sensibles et à aider tous ceux qui en ont besoin. Et par rapport au reste du monde, on se situe comment ? Les éléments de reprise, ça a été très clair, ils sont intervenus beaucoup plus tôt en Asie et notamment en Chine, avec un rebond qui s'est produit quasiment dès l'été dernier. Donc ça fait une vraie différence. Sur les États-Unis, le rebond là aussi est peut-être un peu plus précoce, mais surtout c'est l'ampleur du plan de relance. Presque 2000 milliards de dollars avec des décisions qui sont prises très rapidement, quand l'Europe est toujours dans son schéma d'approbation du plan qui a été décidé il y a maintenant 9 mois. D'accord, donc il y a un peu de latence. Est-ce que vous avez des chiffres sur le ressenti des industriels, sur les perspectives, et est-ce qu'on peut faire une courbe en disant entre le ressenti et le réel, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Je pense qu'on a vu depuis autour de Noël un vrai effet vaccin. C'est-à-dire que la perspective et la vitesse avec laquelle on a réussi à mettre sur le marché des vaccins dont tout le monde dit qu'ils sont efficaces pour lutter contre la maladie, s'est traduit par un vrai sentiment de retour de la confiance et l'idée que quelque part d'ici la fin de cette année, on retrouverait une vie, alors comme avant, sûrement pas, mais en tout cas beaucoup plus normale et beaucoup plus respectueuse de l'activité économique. Et comme nous, industriels, notre métier c'est d'anticiper, on s'est tous projetés dans l'idée que l'activité allait repartir. Les gens ont appris à travailler avec le virus. On le voit dans ce dernier confinement, l'industrie a une baisse d'activité qui est vraiment très très modeste. Les chantiers continuent à tourner, alors avec des contraintes, avec des difficultés, mais au global, je pense que tout le monde a intégré que, comme toujours en sortie de crise sanitaire, on allait avoir une bonne période et que cette bonne période économique, il fallait l'anticiper en investissant, en reconstituant des stocks, en se mettant dans une position d'une économie beaucoup mieux orientée. Et c'est ça qu'on observe finalement depuis le début de l'année. Ça veut dire que les investissements productifs, vous avez également observé une croissance ? On a observé en fait une forte baisse l'année dernière. Il manque une quinzaine de milliards d'investissements sur les 80 milliards que fait l'industrie française chaque année, donc c'est des montants très importants. Mais on voit bien avec ce dynamisme, avec aussi tous les outils du plan de relance, avec les 10-15 000 dossiers qui ont été déposés dans le cadre de ce plan de relance en 2020, cette envie d'investir, cet appétit pour faire, qui devrait permettre d'avoir un vrai rebond dès cette année. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Vous avez parlé des stocks tout à l'heure. On a l'impression que les stocks sont quand même pas optimum. Est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est pas dangereux ? Alors c'est à la fois dangereux parce qu'avoir des stocks faibles quand l'activité repart, c'est toutes les tensions qu'on observe parce qu'il faut non seulement satisfaire la demande qui remonte, mais en plus il faut reconstituer des stocks qui avaient été positionnés à des niveaux bas. Et en même temps, quand on a vu la violence de la crise au printemps dernier, le fait que dans cet environnement, les industriels soient prudents, réduisent leurs stocks en attendant de retrouver de la visibilité, c'est la meilleure façon de préserver sa trésorerie et donc c'est la meilleure façon d'assurer la pérennité de l'entreprise. Donc je ne vois pas dans la réaction des gens sur les stocks des mauvaises nouvelles, mais plutôt des signes de bonne gestion. Et il faut maintenant, tous ensemble, accompagner le rebond de l'activité. Et c'est tous les sujets qu'on a vus sur le redémarrage des hauts fourneaux, les difficultés à avoir de l'acier, du bois de construction, du coton, du plastique. Il faut espérer que toutes ces tensions sur les chaînes logistiques et les approvisionnements de nos industriels se résorbent dans des délais raisonnables. Quand on parle de composants électroniques, tous les experts nous disent qu'on est parti pour une petite année difficile. Il y a forcément des moments où on va trouver le temps long, mais en même temps, compte tenu de ce qu'on a connu l'an dernier, même si c'est compliqué, gérer le rebond, gérer ce type de tension, c'est quand même pour la bonne cause. Donc il faut être vigilant, il faut travailler en équipe, il faut être solidaire au sein des filières,
Il faut se battre pour que la France et l'Europe soient bien considérées dans le paysage mondial et que pour un certain nombre de fournitures, j'allais dire complètement internationales, on ne passe pas trop après les Chinois et les Américains, parce que là, en revanche, on pourrait prendre du retard, on pourrait fragiliser le tissu industriel européen. Mais je parle à nom de tous les industriels qui nous écoutent et de tous ceux que je connais très bien. On préfère quand même gérer des difficultés au rebond que des difficultés à la descente, quoi. Il ne faut pas le perdre de vue quand même. Vous gardez l'optimisme, oui, parce que c'est vrai quand même, il y a pas mal de tensions sur certaines matières. La période va être compliquée et il faut être à l'écoute, il faut accompagner, il faut comprendre. Mais en même temps, c'est quand même le signe que l'activité repart. Et pour des industriels, quand l'activité repart, c'est quand même dans la durée une bonne nouvelle. Il ne faut pas le perdre de vue. Alors l'activité qui repart, les emplois, pareil, ils suivent la même courbe? Alors les emplois ne vont pas suivre la même courbe instantanément, parce que quand on regarde les chiffres de l'an dernier, on a finalement détruit très peu d'emplois par rapport à la violence de la crise. Donc là aussi, une crise sanitaire, les outils mis en place par le gouvernement, l'histoire a amené les gens à essayer de garder un maximum de compétences, à préserver au maximum l'emploi en utilisant le chômage partiel de longue durée. Tout ça nous permettant justement d'être en situation de redémarrer et de redémarrer assez vite quand ça repart. Donc la contrepartie de ça, c'est qu'au moment où ça redémarre, on va réutiliser les gens qu'on a gardés et que les effets sur l'emploi, je pense, se verront un peu plus tard. Alors pour conclure sur la partie chiffres, la dernière fois, le trimestre dernier, vous nous avez parlé d'indicateurs en fait, pour essayer de suivre un peu cette évolution, notamment par rapport au plan de relance. Et vous avez parlé d'un indicateur, celui de la transformation des engagements en dépenses. Est-ce que cette courbe-là, comment elle se présente aujourd'hui? Écoutez, suivant les dispositifs, elle est encore un petit peu variable, mais on a eu une réponse forte des industriels, on a eu une mobilisation de l'appareil d'État pour y répondre, avec des résultats qui ne sont pas encore tous parfaits. Et l'objectif, c'est qu'avec la relance et les rallonges qui ont été décidées dans le cadre du plan de relance à partir de mai, puisque je rappelle que l'État a mobilisé entre le surengagement de l'année dernière et les nouveaux dispositifs plus d'1 milliard d'euros pour continuer à accompagner l'investissement industriel en France. Donc c'est quand même une autre bonne nouvelle. Le bilan et la photo, c'est autour de l'été qu'on pourra vérifier qu'on est dans le bon rythme. Et compte tenu des rallonges, de la mobilisation de l'État d'un côté et des industriels de l'autre, je pense que sur tous ces dispositifs d'urgence, j'espère que ça irriguera suffisamment et efficacement l'économie dès la rentrée de septembre. Ça veut dire que notre prochaine rencontre, on n'aura que des parties positives à annoncer. Écoutez, en tout cas, on verra où est-ce que ça coince encore, mais je vous dis, le fait que l'État rajoute de l'argent, le fait que les industriels répondent présents, le fait que les outils et les structures se soient mobilisés pour que les décisions d'investissement et de financement soient effectives, et ça se retrouve finalement dans les prévisions d'investissement. Quand vous regardez les prévisions d'investissement 2021, il y a un rebond qui est dans toutes les têtes et dans toutes les enquêtes. Et donc en tout cas aujourd'hui tout le monde joue gagnant et nous on espère que ça va bien se passer. Alors sur l'actualité, j'ai vu que ce trimestre-ci, vous avez signé des accords avec BPI sur les startups de rupture, les fameuses deep tech. En regardant d'ailleurs sur la French Tech, je me suis aperçu que sur l'ensemble des entreprises qui étaient inscrites, il n'y en a que 9% qui sont intéressés par le monde de l'industrie. Donc j'ai un peu une double question. Qu'est-ce que vous voulez faire avec BPI au niveau des deep tech? Et puis d'autre part, est-ce que l'idée c'est pour aussi de pousser des entreprises de start-up pour s'intéresser au monde de l'industrie, apporter des solutions à notre tissu industriel, plutôt que peut-être être toujours dans des applications grand public? Déjà, quand on regarde tout ce qui est deep tech, on regarde les entreprises non pas qui offrent des services, mais qui sont au cœur des process industriels. Et donc, c'est sûr qu'il y en a une part aujourd'hui estimée autour de 10%, avec deux spécificités. D'abord, il y a des savoir-faire qui sont très fins, très profonds. Et deuxièmement, il y a des besoins d'investissement. Et donc, c'est toute l'idée d'un partenariat avec la BPI et de tout le travail que fait France Industrie pour accompagner ces entreprises. C'est pas tant le nombre que le fait que toutes celles qui ont été identifiées comme ayant du potentiel trouvent les solutions pour se développer, et notamment en matière de financement. Donc, c'est l'idée du partenariat avec la BPI, mais c'est aussi l'idée du mémorandum avec les grands groupes, de la bonne intégration de tous ces savoir-faire dans notre écosystème industriel, pour qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient respectées, qu'elles puissent travailler en confiance. Encore une fois, le monde de l'industrie a cette caractéristique forte, c'est le besoin de capitaux. Quand vous développez une appli, pour rendre des services, il vous faut quelques personnes de qualité, il faut une bonne idée, il faut
ensuite avoir des contacts avec tous les utilisateurs finaux, mais le besoin en capital est en général assez limité. Quand vous commencez à faire de la fabrication additive, pour prendre cet exemple, imaginez les poudres de métal de demain ou des choses comme ça, hein, quand vous imaginez tout ce qui va être, je pense à Insect par exemple, qui travaille autour de la nourriture à partir d'insectes, vous avez des besoins en capitaux, des usines de grande taille à bâtir, et donc il y a une vraie spécificité. Donc, un des enjeux qu'on a, c'est pas tant d'en avoir plus que d'être sûr que toutes celles qui ont des bonnes idées aient les moyens de se transformer en réussite industrielle et de se transformer en réussite industrielle en France. Et c'est vraiment toute l'idée autour de ce partenariat. S'il y en a que 10, 20, 30, 40, 50, on aurait tous aimé que ce soit plus. Mais il faut surtout que toutes ces bonnes idées réussissent, et c'est ça notre combat à France Industrie. Et c'est l'idée de ce partenariat, de notre club avec les entreprises. Oui, parce que vous avez parlé de confiance, ça veut dire qu'il y aura un climat de confiance à créer entre des startups fragiles quelque part, et puis des grands groupes. C'est un peu du David contre Goliath des fois, non? En tout cas, ça peut être une inquiétude, mais quand on regarde de près, quand on regarde ce qui s'est passé avec les vaccins dans la pharmacie, on s'aperçoit que ces petites structures innovantes, hyper réactives, prêtes à prendre des risques, capables de lever de l'argent dans des environnements différents, c'est aussi une capacité à faire des choses que nos grands groupes, non pas n'arrivent plus à faire, mais ne sont plus organisés pour faire. Donc cette complémentarité, elle a une énorme valeur. Elle a une énorme valeur en particulier dans l'industrie. Et toute cette idée de ce partenariat, de ce mémorandum, de ces engagements, c'est que chacun travaille en pleine confiance. Et c'est quand même là qu'on va réaliser le maximum de résultats. C'est là qu'on va trouver les solutions. C'est là qu'on va faire réussir nos startups, parce que c'est bien d'avoir une idée, mais c'est tellement mieux de la transformer, et de la transformer en France avec des belles réalisations industrielles. Écoutez, je vous remercie pour cet entretien. On va maintenant suivre un débat sur la 5G. Je pense que vous serez d'accord avec moi, la 5G en 2021, ça va être vraiment la technologie qui va prendre de l'ampleur dans les entreprises. Pour vous, c'est une technologie décisive ? Incontestablement. Enfin, j'avoue que l'industriel que je suis, qui est au cœur de tout ça, ne comprend pas comment on parle de la 5G comme un caprice technologique. Quand on voit tout ce que ça va permettre de faire sur les sujets de sécurité, de télémédecine, de domotique, dans le déploiement de nos industries 4.0, etc. Et je pense qu'on n'a pas encore vu tout ce que la 5G va nous offrir. Comme toujours, ces révolutions en termes de capacité, il y a ce à quoi on pense avant, quand on connaît l'ancien système et qu'on imagine tout ce qu'on peut faire de plus. Et il y a aussi tout ce qu'on va découvrir en travaillant avec ces nouveaux outils, avec ces nouvelles capacités. Donc il faut y aller, il n'y a pas de danger pour qui que ce soit. Il y a comme d'habitude en France quelques débats qui surprennent l'industriel optimiste et qui regarde vers l'avenir que je suis. Et de toute façon, on va le déployer, on va en faire bon usage. Et dans quelques années, on regardera avec un petit sourire le débat qu'on a pu avoir ces derniers mois.